Bienvenue sur Startup à l'école, le podcast qui connecte les jeunes générations aux entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Paula et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Dans ce podcast animé par des élèves et étudiants, nous vous invitons à plonger dans l'univers passionnant des startups et des nouvelles technologies. Au fil des épisodes, nous découvrirons comment une idée peut naître et prendre son envol, les ingrédients clés du succès pour une startup, ou encore les applications et défis de l'intelligence artificielle. Maintenant, sans plus attendre, je passe le relais à nos jeunes chroniqueurs. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alexandre. Nous sommes étudiants et étudiantes en première année de BTS Commerce International au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye. Alexandre Stora, nous sommes ravis de vous interviewer aujourd'hui. Vous êtes cofondateur de la startup Differs. Et avant de commencer l'interview, nous allons nous présenter en quelques mots. Je vais commencer par moi. Je m'appelle Gabriela, j'ai 19 ans et je vis la vie comme elle est, carpe diem. Bonjour, moi c'est Clara, j'ai 18 ans et merci à Startup à l'école de nous accueillir dans vos locaux aujourd'hui. Moi c'est Nathan, j'ai bientôt 20 ans et j'aimerais aller en école de commerce après le BTS. Bonjour, moi je m'appelle Jenke, j'ai 18 ans et après mon BTS, je souhaite poursuivre en licence pro. Bonjour, je m'appelle Mohamed et en ce jour j'ai 20 ans. Je suis très ravi d'être accueilli ici à Agoranov pour interviewer Alexandre Stora. Bonjour, moi c'est Arnaud, j'ai 19 ans et je souhaite poursuivre sur un master dans le commerce international. Alexandre, nous avons eu le plaisir de vous rencontrer il y a quelques semaines et aujourd'hui nous souhaitons échanger avec vous autour de plusieurs thèmes qui nous intéressent, comme par exemple votre démarche entrepreneuriale, la place de l'intelligence artificielle dans l'activité de Differs, mais aussi de manière plus globale dans les années à venir et les modalités du développement de Differs à l'international. Alors maintenant, si vous le voulez bien, place aux questions. Nous allons commencer par mon camarade Mohamed. Alexandre, nous avons déjà quelques informations sur votre parcours de formation. Nous savons que vous avez réalisé une prépa pour ensuite intégrer une école de commerce intitulée Neoma. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus sur votre expérience professionnelle suite à l'obtention de votre diplôme ? Yes, merci Mohamed pour ta question. Donc après mon école de commerce, j'ai fait un VIE. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un volontariat international à l'étranger. C'est une sorte de contrat aidé par l'État. Donc j'ai travaillé pour un site e-commerce pendant 3 ans en Asie pour aller développer le marché. Donc j'étais successivement à Hong Kong, à Séoul et au Japon, à Tokyo. J'ai adoré cette expérience. C'est très loin de ce que je fais aujourd'hui. Et quand je suis revenu en France, c'était un peu un hasard, mais je suis allé à une conférence sur l'intelligence artificielle. Et après les 8 dernières années, j'ai travaillé là-dedans. Donc pendant 5 ans, j'ai dirigé un startup studio. Donc un startup studio, c'est un mélange entre un fonds d'investissement, mais aussi un incubateur de startup. Donc pendant 5 ans, on a lancé 4 startups avec ce startup studio qui s'appelait Anova, qui était sponsorisé par un cabinet de conseil qui s'appelait Quantmetry. Bon, c'est un peu complexe, mais j'ai fait ça pendant 5 ans. Après, j'ai changé, je suis allé dans une scale-up, donc c'est une grosse startup qui s'appelle Dataiku, qui était en phase d'hyper-croissance, et là j'avais un rôle de customer success, donc je m'occupais des grands comptes pour ce client, et il y a 1 an, j'ai voulu me lancer comme entrepreneur, et j'ai monté Differs avec 2 autres associés. Maintenant que on vous connaît mieux, ainsi que votre parcours professionnel, parlons des spécificités de Differs. Nous savons que l'intelligence artificielle a une grande place dans son fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail l'activité de votre entreprise ? Ouais. Donc, en fait, Differs, c'est de l'optimisation des prix. Donc, vous connaissez sûrement ça. Dans le transport aérien, par exemple, quand vous achetez un billet, vous voyez que les prix ils varient. C'est ce qu'on appelle, il y a un terme un peu technique qui s'appelle du yield management. Donc, l'idée, c'est d'être capable de vendre, en gros, toutes les places d'un avion au meilleur prix, pour que toutes les places soient vendues au prix le plus cher. Et nous, on a appliqué à peu près les mêmes techniques dans un secteur qui est le secteur du retail, donc des commerçants. Donc quand vous achetez votre paire de Nike, nous, on aide Nike à dire c'est quoi le bon prix pour cette paire de Nike. Et on le fait dans le temps. Donc peut-être au début, ça va être un peu plus cher, après le prix va descendre. Et l'idée, c'est qu'on arrive au meilleur moment à le vendre toujours au prix le plus haut, en tout cas, pour être sûr de la vendre, en tout cas. Donc ça, c'est un peu le premier produit qu'on a fait, mais on a une ambition qui va plus loin, c'est d'offrir tout un panel de solutions pour ces commerçants
Donc le premier, c'est l'optimisation des prix, mais on travaille déjà sur nos prochains produits, comme l'optimisation des stocks ou le management de vente privée, par exemple. Tout à l'heure, vous avez cité que vous avez créé l'entreprise Differs avec 2 autres associés qui sont Rata Jacquemart et Damien Jacquemart. On peut imaginer que vous êtes complémentaires et qu'il doit y avoir une synergie entre vous. C'est intéressant de connaître les raisons qui vous ont poussé à travailler ensemble et de nous parler de vos relations au sein de Differs. Je vais vous laisser avec mon collègue Arnaud pour vous poser quelques questions. Ok. Maintenant, pour poursuivre sur les présentations de Differs, on aimerait savoir comment vous est venue l'idée avec vos partenaires de créer Differs. Quelles ont été vos motivations à tous les 3 et quelles ont été vos décisions pour devenir entrepreneur? Ouais, merci Arnaud. Bon, Rata et Damien, ils se connaissent. Hein. Ils ont le même nom de famille, Jacquemart, donc en fait, ils sont mariés et femmes. Et moi, je les ai rencontrés donc chez Dataiku, donc dans ma précédente expérience. Et eux avaient déjà porté un projet entrepreneurial qui était un peu différent. Mais sans aller me voir, en me disant, tiens Alexandre, on sait que dans ta précédente expérience, tu avais déjà monté des boîtes. Nous, c'est une pièce du puzzle qui nous manque, on n'en a jamais monté une. Échangeons, regardons s'il se passe quelque chose, s'il y a une sorte de magie. Et après, on décidera, oui ou non, de lancer quelque chose. Et en fait, ce travail, il a pris un peu de temps. Hein. On a discuté pendant 1 an avant de lancer Differs. Donc, on travaillait tous les week-ends en même temps que nos jobs. Donc, en gros, c'était une année assez chargée. Donc même si mon expérience entrepreneuriale a commencé il y a 1 an, officiellement, en vrai, je travaille depuis 2 ans, quoi. Après, la démarche entrepreneuriale, c'est une démarche assez individuelle. Moi, c'est quelque chose qui me tentait parce que je l'avais déjà aidé d'autres créer une boîte et maintenant je me suis dit, tiens, très bien, moi, je voudrais le faire. J'étais très attiré. Il y a quelque chose qui revient assez souvent dans la démarche entrepreneuriale de c'est courageux, waouh, t'as lancé ta boîte. Moi, j'aimerais bien un peu démystifier tout ça. Je trouve pas ça si courageux parce que déjà en France, on est hyper aidé pour monter des boîtes. Donc techniquement, moi, je suis au chômage, mais donc en gros, c'est l'État qui finance ma création de boîte, quoi. Donc je suis pas à la rue, quoi. J'ai un salaire, même si c'est un salaire beaucoup moins bien que ce que je gagnais avant, mais j'ai quand même un salaire. Et aussi, en vrai, la perception des autres quand je monte une boîte, tout le monde dit c'est génial, quoi. Donc si demain pour une raison ou une autre, Differs marcherait pas, moi, sur le marché de l'emploi, c'est presque mieux, quoi. Donc, en fait, faut pas hésiter à se lancer. Moi, je chantais, mais c'est très personnel, hein, qu'il fallait un peu plus de temps, et donc je suis content de le faire aujourd'hui. J'ai 35 ans de monter ma boîte, mais il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Et par rapport à Rata et Damien, c'est vrai qu'on se complète assez bien. Moi, par mes études, j'ai un profil business, financier. Eux ont des profils techniques, donc c'est d'ailleurs 2 chercheurs. Donc l'un a occupé assez naturellement le poste de CTO, donc celui qui va être responsable du développement technique. Et Rata, qui est un peu un pied à la fois dans le business parce qu'elle vient d'expériences de conseil, mais aussi a une compréhension technique. Elle va avoir le poste en fait de CEO, qui est un peu aller piloter ces 2 aspects, et business et technique. Donc finalement, la rencontre de nous 3 semblait plutôt quelque chose de cohérent pour monter une boîte qui se donne en tout cas des chances de réussir. Voilà. Donc si c'était à le faire, vous le referez avec les mêmes personnes? Ouais, bien sûr. Enfin, pour finir sur les présentations de Differs, on aimerait savoir pourquoi avoir choisi ce nom. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et est-ce que vous êtes concertés, vous 3, pour choisir le nom ou si c'est seulement votre décision? Ouais. Alors le nom, c'est un vrai sujet. Ce qui est drôle, c'est que quand chacun arrive un peu dans monter une boîte, tout le monde a une idée de nom. Et franchement, je pense qu'au début de Differs, on avait 3 super noms. Je vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a que j'aimerais bien garder, on sait jamais pour la suite. Mais c'était quand même important de choisir un nom qu'on avait pris tous les 3. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si... sinon, ça appartenait un peu plus à quelqu'un qu'au groupe. Donc en fait, on est reparti d'une feuille blanche, on a dit non, on va le choisir tous les 3 ensemble. On voulait un nom qui soit court, Differs, facilement prononçable et qui résonne un peu pour nous 3. Donc par exemple, Differs, ça veut dire en fait équation différentielle. Donc c'est un peu pompeux, c'est quelque chose qu'on apprend quand on fait de l'intelligence artificielle. Voilà, pour nous c'était cohérent d'avoir un nom un peu sexy pour des mathématiciens, sans que le nom porte en fait de connotation technique ou data. C'est-à-dire Differs, c'est assez abstrait. Il n'y a pas écrit on n'est pas data quelque chose, on n'est pas optimisation quelque chose.
Donc on voulait un peu créer une marque forte sans avoir des connotations techniques. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Très clair. Ça vous plaît comme nom ou pas? Ça me plaît. Ok, super. Maintenant, nous allons écouter Janké. Alexandre, je vous remercie d'avoir parlé de votre démarche entrepreneuriale. Nous aimerions aussi connaître les étapes de l'implantation de Differs sur le marché français. Differs va bientôt fêter son premier anniversaire en février. Et à cette occasion, nous sommes intéressés d'avoir plus d'informations sur votre business plan. Donc la première chose qu'on se demande, c'est quel type de clients ciblez-vous et quels sont les outils ou plateformes qui vous permettent d'entrer en contact avec eux? Ouais, merci Janké pour la question. Donc en fait, quand on a préparé Differs, on a fait un gros travail de préparation, quel client, qu'est-ce qu'on veut faire et tout. Bon, après il y a l'épreuve du vrai. Donc ça, on a beaucoup affiné notre cible. Au départ, en gros, on allait un peu contacter tout le monde pour dire on fait de l'optimisation des prix, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble, etc. Et au fur et à mesure, des entretiens, de ce que les gens nous disaient, on a un peu affiné notre cible. Bon, évidemment, il y a quelque chose d'assez connu, c'est faut parler à la bonne personne, au bon moment, etc. Ça reste quand même un exercice hyper abstrait quand on l'a pas fait, parce que on avait plein d'hypothèses, mais on l'avait jamais validé. Donc, on s'est pris quelques portes. Et après, on s'est dit, tiens, en fait, ceux qui sont le plus intéressés par ce qu'on fait, déjà, c'est des clients où ça va forcément très bien. Parce que quand ça va très bien dans le commerce, c'est ce qu'on a vraiment envie d'optimiser ses prix. Bon, on a d'autres problématiques. On a peut-être envie de lancer une nouvelle paire de chaussures, un nouveau produit. On a envie d'optimiser ses prix quand, en fait, on a des marges de manœuvre qui sont moins importantes. Donc, déjà, on allait sur ce type de client où ça va pas très bien. Après, on s'est dit, modifier des prix fréquemment, c'est plus simple dans le e-commerce. Donc, on est allé voir des clients qui avaient une forte part de leur business dans le digital. Donc, il y avait des sites e-commerce. Et après, on a encore raffiné, on s'est dit, est-ce que il n'y a pas un endroit vraiment où on ferait hyper sens pour nos clients? Et en fait, on s'est vu qu'il y avait des plateformes. Alors, j'en connais une qui s'appelle par exemple Shopify. En fait, faut voir ces plateformes un peu comme l'App Store pour les iPhones. Et c'est une chance incroyable. C'est-à-dire que quand tu lances une app pour iPhone, t'as tous tes clients qui peuvent aller te les télécharger dans un grand magasin, quoi. C'est un supermarché des apps. Et nous, on a trouvé un peu ce supermarché des apps pour les sites e-commerce et ça s'appelle Shopify. Et on a trouvé un deuxième avantage énorme d'aller chercher nos clients sur Shopify, c'est qu'on a pu avoir énormément d'informations sur ces clients. Donc en gros, on peut savoir quand un client a Shopify, son chiffre d'affaires, le nombre de produits qu'il a, etc., etc. Nous, pour la problématique d'optimisation des prix, c'est compliqué de le faire quand tu as beaucoup de produits, parce que finalement, quand tu n'as pas de produits, tu peux dire je vais tester ça, tu peux le faire à la main. Là où l'intelligence artificielle devient intéressant, c'est quand tu commences à avoir beaucoup de produits et que ça devient tellement complexe qu'en fait, tu es un peu dépassé par les choses. Et donc, on s'est dit, très bien, donc nous, ça va être Shopify, des gens qui ont beaucoup de produits, qui ont tel niveau de chiffre d'affaires pour qu'en fait le retour sur investissement il soit important. Donc on va aller plutôt chercher les 5% plus gros clients sur Shopify. Et après parfois aussi sur les moments où il faut qu'on aille les chercher, il y a notamment les périodes de solde qui sont des périodes hyper importantes pour eux. On sait que ça leur demande quelques mois pour les travailler. Donc nous, nos moments hyper importants, c'est 2 mois avant les grandes périodes de solde. Donc là, on a un moment, un type de client qui est assez précis, et on va aussi aller chercher des typologies d'acteurs qui nous intéressent. Nous, c'est des directeurs e-commerce, des directeurs financiers, voire parfois dans des structures un peu plus importantes, il y a des gens, le pricing, c'est vraiment leur poste, donc directeur pricing. Et comment on les adresse? Donc c'est assez classique. Ça va être principalement au début par mail. Et là-dessus, c'est assez intéressant de voir comment les choses ont évolué, mais il y a plein d'outils pour automatiser cette prospection. C'est-à-dire que, en gros, on récupère automatiquement l'email et après il y a des séquences de mailing qui partent presque, qui sont déjà écrites. Évidemment, il faut qu'on fasse des A/B tests pour voir la typologie de messages qui marche bien. Et on va faire aussi un peu de cold calling, donc on va récupérer les numéros et les appeler. Donc ça, c'est, on va dire, la première façon dont on les contacte. Et de plus en plus, et ça demande un gros travail aussi sur le produit, c'est vraiment du marketing, c'est-à-dire qu'on va faire des campagnes de pub, des choses comme ça, et c'est les gens qui vont nous contacter.
Bon, pour l'instant, c'est plutôt 90-10, c'est-à-dire 90% c'est nous qui contactons les gens et 10% peut-être des gens qui ont vu un article sur nous. Donc, quand vous avez démarré, est-ce que vous avez trouvé ça difficile de trouver des clients ou c'était facile? Non, c'est quelque chose d'assez difficile. D'être reçu, non, ça va, parce que les gens, ils aiment bien les sujets d'intelligence artificielle, donc ils sont contents que tu leur parles, ils te reçoivent, ils parlent avec toi. Après, d'en faire vraiment des clients, de les faire payer, des choses comme ça, c'est quand même quelque chose de plus compliqué. D'ailleurs, assez rapidement, on a vu que culturellement, en France, c'était assez long. Dans les pays anglo-saxons, c'était par exemple beaucoup plus rapide. Ils avaient plus une lecture de très bien, on va essayer, et si ça marche, très bien, on vous prendra, et sinon, tant pis. Donc d'aller beaucoup plus rapidement tester et de décider. Alors qu'en France, on avait déjà beaucoup de travail théorique, de conviction, de qu'est-ce qui se passe si, etc. Et déjà, ce travail, c'est un travail qui est long, et surtout dans une start-up où on a des fonds qui sont limités, un temps qui est donc limité par les fonds, ben on n'a pas notamment tout ce loisir-là de parler pendant plusieurs mois avec des clients. Dans les entreprises précédentes, les cycles de vente, pour vous donner une idée, sur des gros clients, c'était parfois plus d'1 an. Et donc nous, on n'a pas ce luxe, voilà. D'après vous, est-ce qu'il existe une technique de prospection plus efficace qu'une autre pour trouver des clients? Je sais pas. En fait, ça dépend. À chaque fois, on est d'ailleurs là dans Agoranov, qui est notre incubateur, il y a beaucoup de points, et notamment les entrepreneurs racontent tous leur expérience de la prospection, et il n'y en a pas un qui dit la même chose. Donc, évidemment, nous, on a tous voulu faire bien nos devoirs, on a lu des super bouquins, comment faire de la prospection, etc. Il se trouve qu'il n'y a pas de recette miracle, sinon tout le monde ferait la même chose. On va dire, il y a des règles de base, donc envoyer pas mal de mails, à faire appeler. On va dire, si on fait pas ses devoirs, là, on peut pas réussir. Après, chaque approche est un peu différente, chaque entrepreneur va avoir un peu sa propre approche. Nous, par exemple, ce qui marche bien pour nous, c'est de l'événementiel. Donc, quand on va à des événements, quand on rencontre les gens, qu'on n'est pas juste un mail un peu froid, mais quand on crée un contact, bah, on voit qu'on a un taux de conversion qui est assez élevé. D'accord, donc vous conseillerez à des personnes qui débutent leur startup d'aller vers l'événementiel pour se faire connaître? Ouais, c'est une façon assez efficace, en fait, de voir les gens et de pouvoir leur parler. Parce que sinon, en fait, il y a un mur assez fort du premier email, quoi. Il est pas obligé de répondre. Alors que quand il te voit, quand il t'a vu, quand il a mis un visage, d'une certaine façon, t'as créé un lien émotionnel avec lui. Et donc, dire non, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous nous avez parlé de Shopify. Comment Differs peut optimiser les ventes des clients sur Shopify? Ouais. En fait, ce que je disais un peu avant quand je parlais de yield management sur le transport aérien, nous, c'est ça, c'est de trouver, voilà, le bon prix qui va optimiser, en fait, les volumes de vente. Et pour vous donner une idée, c'est quelque chose d'assez complexe à faire, parce que sur chaque produit, si j'ai un prix qui est trop élevé, en fait, ce qui va se faire, c'est qu'il va pas se vendre. Inversement, si j'ai un prix qui est trop agressif, ça peut être une stratégie notamment pour acquérir des parts de marché, bah, je vais perdre en fait de la marge. Donc ça semble assez simple, mais cet arbitrage, il devient d'autant plus complexe que quand on a 1000 produits. Et donc, nous, on arrive à être beaucoup plus performants que des méthodes traditionnelles qui globalement étaient sur des fichiers Excel, et avec beaucoup d'intuition des gens, beaucoup d'hypothèses, mais c'était quelque chose d'assez un peu au doigt mouillé, quoi, qui a été fait. Nous, on arrive avec vraiment une approche très scientifique des choses, très démontrable, et quand on fait des A/B tests, donc c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un A/B test? C'est-à-dire sur une partie de mon catalogue, on va laisser faire les gens leur prix comme avant, sur une autre, on va faire nous le prix, et on se retrouve un mois après et on compare ces deux stratégies. Et on voit que par exemple, nous en moyenne, on augmente pour nos clients le volume de vente de 18%. Donc, on a fait la démonstration scientifique que ça marche. Ok. Donc, les services que vous leur apportez, c'est d'étudier leur marché pour pouvoir leur trouver des clients. En fait, ce qu'on regarde, nous, ce qu'on a besoin comme données, c'est leurs données de transaction. Mm-hmm. Donc, on va regarder toutes les ventes passées et nos algorithmes vont développer une sorte d'intuition pour chacun des produits de comprendre quel est le bon prix. Donc, à ces données de transaction, nous, on ajoute d'autres données. Donc, on va ajouter aussi des données de compétiteurs. Donc, on va aller regarder leurs concurrents.
et on ajoute aussi des données de macroéconomie. Pourquoi on ajoute ces données-là? Notamment pour ce qu'on appelle nous débiaiser les données, mais c'est d'éviter certains biais qui pourraient exister dans les données, comme le Covid. Voilà. Donc évidemment, on veut pas que nos algorithmes soient impactés par ça, ou des sujets d'inflation. On essaie d'avoir la donnée la plus propre possible, la plus complète. Et après, c'est une image, mais les algorithmes vont développer une intuition. Et là où l'intelligence artificielle est intéressante, c'est que c'est pas un ensemble de règles métiers. Tu vois, c'est pas de dire, bah voilà, quand il y a X ventes, il faut faire ce prix-là. En fait, notre algorithme, il considère presque des centaines de paramètres. Donc, on voit bien que là où un être humain, lui, il peut considérer 3 variables en même temps. C'est-à-dire que quand tu regardes un problème, tu peux considérer 3 variables qui bougent et tu peux essayer de l'intellectualiser et dire, OK, c'est ce prix-là. Nous, on arrive jusqu'à 100 variables. Donc, on voit bien qu'en fait, ce qu'on fait, un être humain pourrait pas le faire. Et c'est pour ça qu'on a des niveaux de précision qui sont beaucoup plus importants. Voilà pourquoi aussi on l'a fait avec l'intelligence artificielle. On est allé sur ce sujet-là. Merci. Arnaud, tu as quelque chose à ajouter? Oui, lors de notre première rencontre, il y a quelques semaines, vous avez parlé d'une grosse concurrente à Differs. Elle est basée en Finlande, Sniffy, s'appelle. Du coup, on aimerait savoir si vous avez d'autres concurrents. Et si oui, quelle stratégie vous utilisez pour justement vous démarquer de la concurrence? Ouais. Bon, les concurrents, en fait, c'est plutôt sympa en vrai, parce que déjà, ça valide les choses. Quand il y a des concurrents, c'est qu'il y a bien un marché, qu'il y a des gens qui arrivent à vendre à d'autres. Donc, nous, on le voit assez positivement. Aujourd'hui, on en a plein des concurrents. En fait, on n'a pas que Sniffy. Je pense que on va en avoir sur tous les marchés. On en a aux États-Unis, on en a des plus gros, il y en a des plus petits, etc. Aujourd'hui, quand même, quand on voit, nous, quand on va chez les clients, il y a encore assez peu d'outils qui sont en place comme nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus gros outil, notre plus gros concurrent, en quelque sorte, c'est Excel. C'est-à-dire que quand on va regarder quelqu'un comment il travaille son prix, il a un fichier Excel, quoi, pas plus. Donc, on est content, tout avec nos concurrents, aller d'évangéliser un peu ce marché. C'est-à-dire que, on fait de la pub, on explique pourquoi l'IA, ça peut résoudre, etc. Après, là, on va se différencier. Il y a sur des aspects technologiques. Donc, nous, on a fait des choix qui peuvent être différents, par exemple, de Sniffy. Typiquement, je peux vous donner un Sniffy, c'est beaucoup de règles métiers. Voilà, c'est quand j'ai X% de marge, alors j'autorise à aller être un peu plus agressif sur mon prix, etc., etc. Il y a aussi de l'intelligence artificielle, en tout cas, on imagine. Nous, on a fait un parti pris beaucoup plus intelligence artificielle, quoi. Donc, on est allé à fond là-dedans. Bon, après, je pense que là où on va se différencier de nos concurrents, ça va être dans les choix stratégiques qu'on va faire une fois que ces solutions auront bien pénétré le marché. Nous, par exemple, on a un sujet de diversification. J'en parlais un peu au début, de dire, OK, on a fait l'optimisation des prix, mais demain, on va aller travailler sur d'autres sujets. Donc, j'avais parlé des soldes privés, j'avais parlé, par exemple, aussi du classement sur un site internet, etc., etc. Et donc, ces choix stratégiques demain vont aller un peu nous définir en comparaison de ses concurrents. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître assez proche. Je pense que demain, ça sera beaucoup plus différent que ces concurrents-là. Je sais pas si c'est clair. Hein. C'est assez clair, c'est assez clair. Enfin, pour terminer sur les ventes, on aimerait savoir si votre activité est actuellement rentable. Ouais, c'est non. Ok. Et est-ce que vous acceptez de nous dire quel seuil de rentabilité vous visez d'ici quelques années? Ouais. Alors, en fait, peut-être pourquoi c'est pas rentable. Bon, déjà, les coûts de développement. Nous, pour développer notre solution, ça coûte cher, quoi. Donc, évidemment, on a des gens techniques dans l'équipe. C'est des profils qui sont assez recherchés, donc qui ont des niveaux de salaire assez importants. Et donc, avant de pouvoir faire 1 euro de vente de notre logiciel, il a fallu investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans le développement de celui-ci, quoi. Après, l'autre sujet, c'est que ce qui va être important pour nous, c'est de valider qu'on a un bon produit. Donc presque que des utilisateurs finaux, que des boîtes achètent notre solution, l'utilisent et tout, ça a presque plus de valeur que aller chercher un prix très élevé, parce que pour nous c'est presque un cadeau qu'ils nous font, quoi. Ils nous utilisent, nous disent ce qu'ils aiment pas et tout. Donc on a fait le choix dès le début d'aller lever de l'argent pour en fait financer ce développement, et on préfère développer aujourd'hui la meilleure solution du marché, quitte à perdre de l'argent,
mais on vise un niveau de rentabilité d'ici 3 ans. Donc d'ici 3 ans, logiquement, on aura un volume de clients suffisant pour financer les développements futurs. Donc on sera à une sorte d'équilibre financier. Après, évidemment, tout est à voir en fonction, imaginons demain on lève 30, 40 millions, on peut se dire, attends, en fait non, nous ce qu'on veut c'est conquérir le marché, donc être encore plus agressif sur nos prix, et se dire, ok, en fait on va atteindre notre seuil de rentabilité dans 10 ans. Ça c'est ça c'est un peu la magie, un peu de la finance, quoi. Pouvoir faire des business qui sont pas rentables tout de suite. Évidemment, aujourd'hui, le secteur des levées de fonds est plus compliqué, donc les horizons de rentabilité sont beaucoup plus courts. Tu vois, donc là, j'ai dit 3 ans. Il faut savoir que moi, je voyais des boîtes qui faisaient des business plans et qui sont rentables au bout de 10 ans, quoi. Moi, je dis 3 ans. Donc déjà, ça me semble assez sain. Non, je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent de savoir que lorsqu'on monte une start-up, on n'est pas forcément rentable dès le début. Ouais. Du coup, merci pour votre réponse. Hein. Après, attention, hein, moi je prêche pas non plus pour dire il faut lever de l'argent, faut pas être rentable et tout. Nous, c'est la stratégie. On avait aussi envie d'un peu de rapidité dans les choses qu'on faisait. Voilà, on voulait développer vite, attaquer vite. On voulait une aventure entrepreneuriale qui soit rapide, où on peut recruter et tout. Ça, c'est aussi notre tempérament et un choix qu'on a fait. On aurait pu aussi faire le choix on a super Pôle emploi, développer un peu dans notre garage, voir 20 clients et tout. Ce choix, en gros, il nous fait gagner plein d'années. C'est-à-dire que quand on regarde notre business plan et qu'on s'est dit, tiens, on a levé, si on l'avait fait dans notre garage et d'attendre d'être rentable pour recruter notre première personne, etc., je trouve que ça aurait été une approche hyper saine, mais on aurait eu un produit fini dans 2-3 ans, quoi. Et peut-être dans 2-3 ans, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est super sexy. Peut-être dans 2-3 ans, en fait, ce sera pas si sexy que ça, il y aura un autre sujet. Et donc, en fait, on aura déjà un peu perdu ce qu'on appelle le momentum, en tout cas, le moment où il fallait le faire, quoi. Ça, c'était notre choix, en tout cas. C'est pas forcément le bon choix pour tout. Alors, j'avais une petite question par rapport aux techniques de prospection. Vous nous avez parlé de l'événementiel. Du coup, je me posais la question, est-ce que vous avez fait des salons sur l'intelligence artificielle ou des salons sur le travail ou ce genre de choses, sur présenter votre entreprise? Ouais, merci Nathan. Ouais, je disais, les salons, ça a hyper bien marché pour nous. On est allé à un salon qui s'appelait Shop Talk à Barcelone, donc je crois que c'était 3-4 mois après qu'on s'était lancé. Et ça nous a beaucoup rassurés. Bon, c'est vrai que pendant 3-4 mois, nous on développait notre outil, donc on voyait pas forcément beaucoup de clients. Mais on a eu un retour de dingue quand on allait à ce salon à Barcelone. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y avait quand même des choses, des petits tips. C'est-à-dire qu'avant d'aller à ce salon, on avait regardé qui y allait. Donc on avait payé un peu le salon et en gros on avait un listing de tous les gens qui s'étaient inscrits. Et là-dessus, on avait fait des campagnes de mail, campagnes en fait mail et LinkedIn. Donc maintenant c'est incroyable, il y a des outils qui automatisent tout ça. Donc tu mets ta liste, tu mets un petit message qui peut être variabilisé, c'est-à-dire bonjour, prénom, je sais que tu travailles pour telle boîte. Ça c'est la version simple. Il y a aussi des versions un peu plus pointues avec ChatGPT. Globalement, en gros, tu lui donnes 4 hypothèses et il fait un message qui va être différent pour chacun. En vrai, la frontière entre du mail un peu moche, bonjour, prénom, on a compris que c'était un ordinateur, et du ChatGPT, et toi qui fais le mail, franchement, ça devient de plus en plus difficile à distinguer qu'est-ce qui vient d'un vrai être humain de qu'est-ce qui vient d'un robot. Donc on a fait ce travail préparatoire, si bien que quand on est arrivé, on avait déjà une 20aine de rendez-vous bookés sur le salon. Donc on n'avait même pas de stand, tu vois. On est arrivé, on avait 20 rendez-vous bookés. Donc on a fait un bon travail avant, on a fait aussi un bon travail après de dire c'était super de se rencontrer, ou ah mince, on n'a pas pu se rencontrer, faisons un meeting et tout après. Et donc cette stratégie-là, qui est pas très compliquée, c'est beaucoup de bon sens. Maintenant, c'est ce qu'on fait systématiquement sur nos salons. Donc on avait un salon Tech for Retail, donc c'est un salon pour les retailers, donc pour les commerçants à Paris. On va aussi à Shop Talk, donc celui qu'on a fait à Barcelone, et on va à Las Vegas au mois de février. On reva à Barcelone, il y a aussi un salon à Monaco. Donc voilà, en fait, c'est le business de plein de gens de faire des salons, et donc nous on est très contents de mettre un petit ticket à chaque fois pour y participer, et ça reste rentable. Alors, la dernière fois qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines, vous nous avez parlé de vos projets de développement à l'international.
Nous avons vu sur votre site Differs que vous avez déjà travaillé avec une entreprise britannique. Donc c'était The Collective UK. Mais pour autant, vous nous avez aussi parlé de vos projets d'exportation aux États-Unis. Alors du coup, est-ce que le marché britannique est une priorité où vous allez concentrer vos efforts ou alors vous allez essentiellement vous concentrer sur les États-Unis? Ouais. Donc en fait, quand on est allé à ShopTalk à Barcelone, c'est là où on a vu The Collective. Donc en fait, c'est pas qu'on cherchait une géographie particulière, mais il s'est trouvé qu'à la fin, on a eu à peu près 5 pilotes, c'est-à-dire on a eu 5 tests avec des clients. Donc il y en avait un en Allemagne, un en Espagne, un en Angleterre, je pense même un aux États-Unis. Bon, c'était un peu un petit hasard, quoi. Et en revanche, quand on a commencé à travailler le sujet sur Shopify et dire qu'il faut aller sur ces plateformes et que c'est une super opportunité pour nous, quand on a regardé, je disais, voilà, les gros clients, ceux qui ont un certain nombre de produits et tout, bah, là où il y en a le plus, mathématiquement, donc à la fin, la probabilité de faire le plus en plus de contrats, bah, c'est aux États-Unis. Donc pour nous, le marché américain, même si c'est pas un marché facile, pourquoi on dit que c'est pas un marché facile? Parce que à la fois les Américains, ils sont hyper forts en marketing, et les coûts d'acquisition, donc en fait le budget marketing, les efforts qu'il faut faire pour signer un client sont plus élevés. Donc c'est plus cher d'aller aux États-Unis. Mais pour nous, ça semble être un marché cible naturel en fait. Donc aujourd'hui, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que ça c'est la magie du digital, est-ce qu'on peut traiter le marché américain sérieusement en étant basé à Paris, ou est-ce qu'il faut se poser la question assez rapidement d'envoyer un cofondateur ou une personne assez senior sur le marché américain pour le développer. Aujourd'hui, on va se dire, quand on aura atteint un certain chiffre, on se dira, OK, on a la conviction hyper forte qu'il faut qu'on aille aux États-Unis. Aujourd'hui, en fait, pour nous, notre objectif, c'est d'avoir tellement de points de données sur les marchés, les clients qui nous aiment pas, etc., pour la prochaine levée. En fait, c'est ça aujourd'hui. On veut, comme quand on avait fait un travail préparatoire, là, on a levé de l'argent pour faire un travail préparatoire pour savoir comment on va devenir une grosse boîte, quoi. On peut le voir un peu comme ça. Donc pour le moment, les États-Unis, c'est plus des repérages que vous faites. Ouais, on peut voir ça comme ça. D'accord, ok, merci. Donc j'imagine que pour s'implanter sur un marché, vous avez dû faire certaines études, notamment sur le marché américain. Donc quelles sont les grosses différences culturelles qui ont été relevées après ces études et si elles sont présentes, envisagez-vous d'apporter des adaptations pour réussir sur ce marché? Ouais. Bah, un peu comme je disais avant, notamment à Nathan, tu vois, sur les coûts d'acquisition, c'est un marché qui est beaucoup plus cher pour y accéder. Donc nous, ça peut nous poser des questions aussi sur c'est quoi notre pricing et des choses comme ça. En revanche, ce que j'avais dit aussi avant, c'est que culturellement, les Américains, ils ont plus envie aujourd'hui, pour nous, c'est peut-être un biais, mais de foncer, de tester la solution, sans trop de discussion finalement. Ils se disent, bon, si vous testez, si le retour sur investissement est positif, on y va, quoi. Ils ont beaucoup plus une approche de test and learn, quoi. Je me lance, on va voir ce qui se passe, et si ça marche, vous aurez fait vos preuves. Alors que par exemple, j'aime pas dire des généralités, mais j'ai l'impression qu'en tout cas l'exercice de conviction, de rhétorique en France est beaucoup plus important. C'est-à-dire que alors finalement ce qui fait preuve c'est quoi? C'est le test, quoi. Donc ça on le sent que culturellement ça va beaucoup plus vite. Et quand j'ai été aussi à Hong Kong, donc dans ma première expérience, c'était dingue aussi. C'était les gens étaient beaucoup plus prêts à vouloir tester, à vouloir vraiment que les choses bougent. Après, ce que je disais aussi, c'est que les Américains, ils sont bons en marketing. Et le marketing, globalement, c'est la capacité à vendre quelque chose. Donc, nous, on peut avoir une très bonne solution technologique. Si on n'arrive pas à la vendre, on a perdu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on reste quand même assez prudent. On a encore besoin de renforcer notre discours. Donc, on n'est pas complètement encore prêt pour être à l'échelle aux États-Unis, mais on le sera quand on va grandir, on va recruter des talents, des choses comme ça. Maintenant, nous allons écouter Clara. Alors, nous souhaiterons revenir sur la technologie que vous avez utilisée au sein de Differs, l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle est amenée à prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir et nous voudrions terminer cette interview avec des questions plus éthiques, voire polémiques, et connaître votre position sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle. Nous sommes nés dans une société de consommation. Differs y contribue en permettant à des détaillants de proposer régulièrement des offres attrayantes avec des prix attractifs. Certains pourront penser que cela encourage la surconsommation et que cela a un impact négatif sur l'environnement. D'autres pourront se poser la question du juste prix des produits. D'ailleurs, Differs cible le marché américain qui est emblématique de cette société de consommation. Pouvons-nous connaître votre avis sur ces problématiques et sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les années à venir ? Ouais, merci Clara pour ta question. Alors je fais un petit disclaimer. Là, les propos que je tiens, c'est des propos pour moi et ça n'engage pas ce que pense Differs. Voilà, ça je pense c'est important. Donc effectivement, on se dit, nous l'optimisation des prix, un peu comme pour le transport aérien, finalement, ça on va permettre à nos clients de vendre plus et c'est exactement la proposition qu'on leur fait. Le sujet derrière, c'est que donc nous on travaille sur les prix pour vendre plus, donc il y a une sorte de manipulation et je pense qu'en plus la manipulation elle est meilleure parce qu'elle est faite à l'échelle, avec l'IA de façon beaucoup plus efficace et c'est pour ça qu'on a des si bons résultats avec nos clients. Dans les faits aussi, on permet que le stock finalement soit épuisé. Donc on pourrait se dire très bien, c'est déjà produit grâce à Differs. Voilà, il y a plus de stock quoi. Donc est-ce que c'est pas mieux pour l'environnement ? Est-ce que ça évite que le stock soit détruit, etc., etc. En vrai, je pense que c'est plutôt une optimisation bonne et que c'est une manipulation pas très grave. Ça c'est mon avis. Pourquoi pas très grave ? Parce que je pourrais prendre l'exemple de TikTok pour moi qui est une manipulation un peu plus importante. C'est-à-dire que TikTok, il est pas là pour ton bien-être, il est là pour que tu passes le plus de temps sur la plateforme. C'est le business model parce que plus tu passes de temps, plus ils te vendent des pubs et eux leur business model, c'est de vendre de la pub. Et donc une fois que tu as dit ça, tu comprends que tu peux aussi manipuler sur un sujet parce qu'il y a très peu de régulateurs. Donc, tu es capable de dire une bêtise et d'avoir plus d'audience que quelqu'un qui va dire la vérité. Mais parce que tu vas le dire d'une certaine façon, le travail va être beaucoup plus léché sur le montage vidéo. Donc, ça va faire que les gens vont rester sur ta vidéo et tu vas, d'une certaine façon, être la source de vérité. Et là, moi, je trouve que c'est quand même une manipulation qui est plus grave. Donc évidemment les deux sont des choses, mais l'une pour moi c'est déjà d'un travail qui est chiant quoi, d'optimiser les prix, qui est pas optimal, qui est sur un fichier Excel. Est-ce que ça fait vraiment grandir les gens de bien le faire sur un fichier Excel ? Je pense pas. Je pense qu'ils ont plus envie d'être sur des choses où ils vont eux-mêmes grandir, s'épanouir dans leur boulot, etc. Donc tu vois, je sais pas si on peut dire sur une échelle de la gravité, mais pour moi c'est moins grave que des sujets qui vont pouvoir toucher à des sujets assez importants qui pourraient être de la manipulation politique, de la manipulation sur des opinions, sur la santé, voilà. Dans l'échelle du pire, je sais pas. Après, un autre sujet qui m'interpelle beaucoup, c'est aussi que par exemple TikTok, je veux pas parler que de ça, hein, mais ça fait aussi des choses très bien. Ça cible quand même des populations assez jeunes. Et étonnamment, les populations jeunes qui utilisent le plus TikTok sont pourtant à parfois les plus loin de comprendre les mécaniques derrière. C'est-à-dire pourquoi la prochaine vidéo t'est proposée, elle t'est proposée. Ça m'inquiète un peu plus. Et donc pour moi, le vrai sujet sur l'IA, c'est un sujet d'éducation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique aux gens comment ça fonctionne, pourquoi cette vidéo est proposée, pour développer un esprit critique. Et je pense que les gens diront... ok, que Nike me vende un peu plus de Nike, ça me dérange pas et j'ai l'impression d'être gagnant parce que le prix est un peu moins cher, etc. En revanche, qu'on lui dise quoi penser sur ce sujet, que les sources sont pas vérifiées, des choses comme ça me semble un peu plus grave. Je sais pas si autour de la table qui utilise TikTok et qui s'est déjà un peu intéressé sur qu'est-ce qu'il y avait derrière, quoi, comment ça marche, pourquoi cette vidéo m'est proposée, etc. Après, autour de la table, en tout cas, on utilise tous TikTok. Ah, tu utilises pas Nathan ? Excuse-moi. On est 5 à utiliser TikTok. Et au fur et à mesure qu'on va liker, imaginons, je vais liker beaucoup de vidéos de nourriture, ça sera logiquement que ça qui va m'être proposé, puisque c'est que ça que je like, quoi. Donc, c'est ce qui nous plaît parce que c'est ce qu'on regarde, à peu près.
Ouais, mais tu vois qu'il y a le sujet éthique et on te propose pas forcément un contenu qui est bon pour toi. En gros, on te nourrit de sucre, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a d'ailleurs 2 versions de TikTok. Il y a une version de TikTok pour les marchés hors Chine, et t'as une version de TikTok qui s'appelle pour la Chine, mais qui s'appelle pas TikTok d'ailleurs. Ils ont pas de TikTok en Chine, ils ont un autre truc. Bon, attention, hein, c'est un peu polémique, mais en gros, en Europe et aux États-Unis, ils te donnent du sucre, tu vois, donc ils vont te nourrir ton cerveau de sucre, de ce que tu as envie de voir, etc. Alors que le TikTok en Chine, il est beaucoup plus éducatif. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'après ça, on va tous désinstaller TikTok. Non, je pense que c'est un super outil hein, en vrai. Mais ce que je trouve dommage, c'est le manque de recul des gens sur ça et sur comment ça fonctionne. C'est ce que je trouve dommage parce que ça en fait plus des victimes que des acteurs de TikTok. Si tu comprends comment ça fonctionne, si tu arrives à te réguler, si tu comprends qu'il faut que tu utilises d'autres sources, ou voilà, ça y a pas de sujet. Mais si en gros t'es une première victime, tu vois, tu consommes sans te poser la question, ouais, je trouve ça un peu dommage. C'est presque des mécaniques de jeu derrière, quoi, comme pour les casinos, c'est-à-dire que ça te donne de la récompense mais celui qui gagne à la fin c'est le casino, c'est pas toi, quoi. J'aimerais juste rebondir sur le point environnement. Ouais. Vous avez parlé du coup de la capacité à Differs d'optimiser les prix pour les entreprises et donc par la même occasion d'écouler plus vite les stocks. Et du coup, est-ce que ça pousserait pas justement à produire plus pour les entreprises et peut-être induire l'effet inverse? Après, en vrai, on pourrait voir aussi sur le truc du gaspillage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaspillage est énorme dans la fashion, qui est une des industries les plus polluantes. Si finalement, tu as quelque chose d'hyper optimisé, tu produis pas, tu vois, pour polluer. Donc en vrai, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Après, moi, je reste hyper lucide. Hein. Les sujets d'IA et d'environnement, c'est sympa, mais je pense que rien remplacera une activité hyper concrète sur le terrain. Bon, c'est hyper personnel, ça, mais voilà. Et du coup, justement, je rebondis encore sur la question de Arnaud. Est-ce que vous avez déjà aidé des entreprises de revente d'occasion, d'objets ou de vêtements? Ouais, non, on l'a pas encore fait. Je pense que, sans dire de conneries, le sujet compliqué, c'est que, tu vois, nous, on travaille on a un historique de vente sur un produit d'occasion. Tu as des nouveaux paramètres comme l'état du produit. Peut-être le produit, t'as pas l'historique de ses ventes passées parce que la marque l'a pas. Donc, en fait, tu as des sujets techniques qui sont un peu plus compliqués. Mais c'est un sujet qu'on regarde et c'est un sujet hyper intéressant pour le coup. Ouais. Eh bien, merci pour cette interview. Merci beaucoup. Ça nous a appris beaucoup de choses et elle a été très intéressante. Merci à vous tous autour de la table. Merci encore à vous, Alexandre, d'avoir échangé avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.